Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce webinaire donc, qui va se focaliser sur la complémentarité entre la détection de la fraude documentaire assurée par la solution et la société Finovox et donc la détection des menaces assurée de notre côté, côté Gatewatcher. Je suis à côté de Pierre-Alexis que je vais laisser se présenter tout d'abord. Bonjour à toi, merci d'être Bonjour. avec nous aujourd'hui dans les locaux. Merci pour votre Ravi, invitation. et ravi de Ravi t'accueillir. d'être là, ravi d'être présent pour ce webinaire aujourd'hui. Donc pour ma part, je m'appelle Pierre-Alexis, je suis directeur des opérations et cofondateur chez Finovox. Donc j'ai dans mes équipes les équipes business principalement, mais également les équipes produits et sécurité. Et voilà, moi ça fait 5 ans que je suis dans le milieu de l'antifraude et principalement l'antifraude documentaire après avoir eu plusieurs expériences en entreprise et start-up technologiques. Merci. Et donc pour ma part, Pierre Guillot, donc moi je suis product manager chez Gatewatcher, donc pour faire le lien avec ce que tu évoquais à l'instant, moi je suis en tant que product manager, en fait, je fais le lien entre nos équipes de sales, Mmh. nos commerciaux, nos avant-ventes, qui vont avoir cette capacité à répondre à des besoins clients. Donc moi je vais capter ces besoins clients et puis je vais les transcrire en besoins en fonctionnel côté équipe de développement chez Mmh. nous. Donc je fais le lien entre ces deux équipes-là. Et puis après j'ai aussi un rôle au sein de Gatewatcher sur la partie accompagnement, vision, travail, anticipation parce qu'on est dans un secteur qui bouge beaucoup. Donc, le jeu est de tenir la distance, le rythme sur ces volets-là. J'imagine. Est-ce que maintenant qu'on s'est présenté, je te laisse présenter Finovox? Ouais, Qu'est-ce allez. que vous faites? À quelle problématique vous Mmh. répondez? Avec plaisir. Déjà, nous, quand on a créé Finovox, on est parti d'un postulat qui était très simple, c'est que, il y avait de plus en plus de documents qui étaient transmis de manière digitale. Donc dans toutes les industries, pour obtenir quelque chose, que ce soit en assurance, que ce soit en banque, que ce soit dans l'immobilier, on transfère des documents et de forme, numérique. Aujourd'hui, c'est des millions de documents en France qui sont échangés tous les ans, sous ce format numérique. Et plus on envoie des documents numériques, plus en fait on ouvre la porte à la fraude. Et la fraude chez nous, c'est un sport national, hein. En France, c'est 20 des Français qui assument avoir fraudé en 2021, en 2022, pardon. Et c'est 2 fois plus qu'en 2021. Donc tous les ans, ça grandit avec de nouveaux outils qui sortent, avec maintenant on a des IA génératives qui vont permettre de créer des faux, avec l'usage de Photoshop. Et même si les fraudeurs, ils sont plutôt jeunes, en fait, on s'est rendu compte que tout le monde était en capacité de frauder. À tel point qu'aujourd'hui, ça représente entre 3 et 7 du chiffre d'affaires de certaines entreprises qui perdent que ces entreprises perdent à cause de cette fraude documentaire. Donc nous, on a décidé de créer Finovox, qui allait être la solution capable de détecter ces fraudes documentaires via plusieurs méthodes Mhm. qui vont être de regarder le contenu du document, si l'information est cohérente et bonne et que le document du coup est correct, mais également si le document lui-même a été modifié. Et c'est ça qui va nous rendre applicable à plein de documents non normés, comme on dit, qui vont être les documents factures, relevés de compte, etc. Ok, c'est un domaine passionnant et vous devez en voir des vertes et des pas mûres tous les jours. On en voit souvent, on pourra en discuter, c'est assez marrant les cas d'usage qu'on voit. Ça marche. Alors nous, côté Gatewatcher, Heu, on est spécialisé dans la détection des menaces, sur les réseaux informatiques. Alors Mhm. c'est un champ qui est assez vaste. On a, au sein de Gatewatcher 2 produits principalement. Le premier donc est vraiment axé détection, Mhm. Network Detection and Response et une deuxième ligne de produits qui est la Threat Intelligence. C'est-à-dire qu'on a Mhm. aussi, des capacités de connaissance des menaces. Il y a différentes sources qu'on collecte et qu'on traite automatiquement. Je vais aujourd'hui me focaliser vraiment sur cette capacité de détection de Gatewatcher qui se focalise donc sur les communications entre les différents actifs d'une entreprise. Des actifs IT, mais aussi humains. C'est-à-dire que Mhm. tout collaborateur, généralement un minimum un laptop pour travailler Mhm. aujourd'hui, votre ordinateur ou l'ordinateur de ces collaborateurs-là, il est obligé de discuter avec des serveurs applicatifs, les applications métiers, où qu'elles se trouvent dans la société ou dans des applications SaaS, dans le cloud, va communiquer avec des partenaires, etc. Donc, Gatewatcher, en fait, va utiliser ces communications-là, analyser le trafic et au travers de cette analyse de trafic, arriver à détecter des comportements anormaux. Donc, c'est ces comportements anormaux qu'on va analyser de façon récursive avec des applications du machine learning, notamment des règles de détection plus poussées, de l'analyse de
de fichiers, notamment, aussi, qui vont nous permettre, au-delà de l'activité malicieuse qu'on pourrait détecter, de mettre en exergue des tentatives d'intrusion exécutées soit de l'intérieur, soit de l'extérieur de l'entreprise, parce qu'on a aussi cette particularité-là avec un NDR, d'être capable d'analyser ce qu'on appelle les flux nord-sud, est-ouest. Nord-sud sont les flux entre l'entreprise et Internet, ou Internet et l'entreprise, et puis est-ouest sont les flux intra-entreprise, donc entre un laptop et une application métier, en restant uniquement sur le réseau de l'entreprise. Ok. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ce que aujourd'hui propose Gatewatcher. Je vais rentrer, je pense, un peu plus dans le détail tout à l'heure de comment on détecte les menaces et puis préciser aussi ce concept-là. On vient de présenter nos sociétés. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail de la fraude documentaire? Vraiment ce qui se cache derrière. Je pense qu'on a à peu près tous en tête un moment de sa vie où on a dû fournir des documents, des justificatifs. Je fais pas partie, moi, des pourcentages que tu évoquais tout à l'heure. J'ai envie de dire, j'ai pas de temps à perdre à changer une case ou un truc comme ça. Mais je pense que tu vas nous éclairer pas mal sur ce volet-là. Bah, déjà, la fraude documentaire, il faut savoir que c'est extrêmement large. Aujourd'hui, dès qu'il y a un document qui est utilisé pour obtenir quelque chose ou pour un justificatif, il peut être fraudé. Et aujourd'hui, la fraude documentaire, ça va englober en fait la création d'un faux document, ça va englober la falsification d'un vrai document, ça va englober l'appropriation d'un vrai document mais qui ne nous appartient pas. Bref, c'est très large. Et en fait, dès qu'un document est utilisé, on peut le frauder, on peut l'augmenter quand on parle d'une facture, on peut le changer, le modifier pour obtenir quelque chose. Alors nous, contrairement à ce que toi t'évoquais juste avant, on va pas parler vraiment de menaces ou d'attaques. En fait, ça va vraiment être plutôt de l'abus. C'est des personnes, c'est plutôt bon, il y a quelques groupes quand même qui vont faire de la fraude documentaire, vraiment une À grande industrie. échelle. Voilà, ça à grande échelle, des réseaux, des gens comme ça. Mais en réalité, c'est quand même porté. En France, ça représente 42 milliards d'euros par an qui est perdu tous les ans à cause de la fraude documentaire. Pour atteindre 42 milliards, c'est pas en fait ces groupes qui vont le porter. Ça va surtout être monsieur et madame tout le monde qui vont modifier un petit peu un document, se réapproprier une facture d'un ami, changer, je sais pas, un justificatif de domicile. Voilà, c'est tous ces documents qu'on va croiser au quotidien. Et parfois, c'est l'activité même de l'entreprise, hein, pour obtenir quelque chose, on va falsifier un document. Mais parfois, ça va même être sur des activités connexes. Par exemple, dans une entreprise, toute entreprise de France, on fait des fiches des notes de frais. Ben, ces notes de frais, elles peuvent être falsifiées. On va se baser sur la base de documents quand on va demander un devis, quand on va demander une expertise, un diagnostic. Et tous ces documents-là peuvent être modifiés. C'est ça qui compose en fait la fraude documentaire et fait qu'elle est aussi vaste. Donc c'est effectivement un problème critique pour beaucoup d'entreprises, en fait, parce que j'entends aussi par ce que tu dis que finalement, il n'y a pas un domaine qui est plus concerné qu'un autre, finalement, de tes propos. Si on regarde maintenant le volet détection de cette fraude, techniquement, comment ça fonctionne chez Finovox? Comment qu'on comprenne bien? Je pense de tes propos, on a bien compris, globalement, sans donner de tuto de hack de documents PDF, mais comment, chez Finovox, en fait, vous arrivez à détecter finalement ces falsifications de documents et puis finalement, comment aussi vous restituez cette information-là ou comment vous alertez vos clients en fait, sur le fait de dire ce document-là ou cette déclaration. Enfin, je prends l'exemple, parce qu'on en a discuté un petit peu avant, de la déclaration de sinistre, une déclaration de sinistre qui est un peu falsifiée. Comment vous détectez ces éléments-là? Alors en fait, nous, on va regarder le document déjà en lui-même. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse informatique de ce document. On va vérifier est-ce que c'est un document qui a été modifié à un moment. On va regarder son code, on va regarder son visuel au pixel près, on va regarder plein de choses pour vérifier que le document n'a pas été altéré à un endroit, n'a pas été falsifié, ou alors s'il a été généré, comment est-ce qu'il a été généré, pour voir s'il correspond bien au parcours qui s'applique à ce type de document. Si par exemple vous avez un RIB qui a été fait sur Word, en général, c'est pas forcément normal. Donc déjà, ça va être la première partie, c'est l'analyse du document en lui-même et ça qui va nous permettre d'analyser tous les types de documents pour l'immobilier, l'assurance, comme tu le mentionnais, la banque, bref, n'importe quel secteur. Et ensuite, on va aussi analyser, maintenant qu'on se spécialise de plus en plus sur certains types qui sont les plus fraudés quand même, on va analyser la donnée dans le document. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer à partir de bases de données externes, on va pouvoir regarder si dans le document, l'information est cohérente, on va pouvoir regarder si telle information correspond bien à ce qu'on devrait trouver à telle date, par exemple. Je prends une fiche de paye, tous les ans, il y a le montant du SMIC qui est donné. Il va falloir savoir que ce montant du SMIC, eh ben, ça correspond bien à la bonne année.
Bah, c'est autant de petits contrôles comme ça Donc où on c'est va ouais. contrôler l'information dans les documents et pas que le document lui-même. Derrière, ça va nous permettre de justifier, de dire, bah voilà, ce document il a été modifié à tel endroit, de telle manière, et donc derrière de vraiment avoir de la preuve vis-à-vis du fraudeur. Ah, c'est marrant ce que tu dis parce que je vais faire un parallèle en fait avec notre monde, nous côté NDR, et je vais utiliser une image, celle du carton et du paquet qu'on reçoit avec n'importe quoi dedans. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est finalement il y a une première approche chez vous où vous regardez le carton dans son ensemble, et puis à un moment donné, avec vos outils, vous êtes capable de l'ouvrir Mhm. et de voir vraiment comment il est constitué et ce qui se passe dedans. Et nous, en fait, côté détection, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que le carton, ça va être la session de communication, en fait. Et puis, on va la regarder dans son ensemble, on va la regarder de l'extérieur. Et puis, déjà, ça va nous donner, comme tu dis, des indications, parce que de par les informations qu'on va capturer, collecter, analyser, ben, on va savoir que telle machine discute avec telle machine, Mhm. et qu'avant elle avait discuté parce qu'on a l'historique, etc. Donc tout ça, c'est ce que moi je vais appeler des informations un peu de contexte, l'étiquette du carton finalement, ou le formatage de ton document. Et puis effectivement, on a aussi, avec le NDR, cette capacité d'aller, entre guillemets, ouvrir le carton et de voir ce qui se passe dedans. Ce qu'on va appeler, nous, chez nous, justement, l'analyse de payload. Alors, les puristes, effectivement, m'alerteront sur le fait de dire que de temps en temps, on parle de flux chiffré chez nous. Il est évident qu'effectivement, quand le flux il est chiffré, on ne peut pas ouvrir le carton. Mais finalement, ça ne nous pose pas de problème parce que par une analyse et l'utilisation du machine learning, ne serait-ce que d'utiliser l'emballage du carton, on va appeler les entêtes des fichiers, des échanges et des communications en fait et des sessions, on va être capable d'identifier que telle machine discute avec l'extérieur du réseau et que la discussion est faite avec un serveur malveillant en fait à l'extérieur. Donc le fait de pouvoir nous ouvrir ou non le carton n'est pas un problème. Chez des clients, on peut. Généralement, les flux Est-Ouest, donc les flux internes, ne sont pas forcément chiffrés. Donc là, on va pouvoir ouvrir le carton. Et les flux avec le réseau public, généralement, sont systématiquement chiffrés. Et là, on n'aura pas la capacité à faire, mais ça ne pose pas de problème particulier. Après, il y a un deuxième volet par rapport à ce que tu évoquais, ou toujours prendre cette ouverture de carton, et puis c'est dans l'état d'esprit aussi, nous, des menaces que l'on détecte. Il y a un peu chez nous le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'on est face, nous, à des adversaires, des attaquants, Mhm. qui vont chercher à masquer un maximum leurs traces. Mhm. Et moi, quand on a préparé ce webinaire ensemble, il y en a deux qui me sont venus en tête, là, euh, qu'on a pu démontrer et qui sont quasiment systématiquement utilisés par les attaquants, c'est l'obfuscation. C'est-à-dire qu'ils vont Mhm. chercher à maquiller en fait le code, l'exécutable qu'ils cherchent à exécuter sur la machine cible, donc de l'encodage technique. Et là, une nouvelle fois, nous, faut qu'on, et je pense que c'est un peu la même psychologie, la même philosophie de votre côté, il faut qu'on arrive à décoder, à faire sauter en fait cette obfuscation pour pouvoir réellement voir le code que l'attaquant cherche à réaliser. Et après, il y a une autre technique qui est plus l'usage de faux trafic légitime. C'est-à-dire que si je devais schématiser aujourd'hui, c'est un attaquant qui va chercher à envoyer en fait un paquet falsifié avec ce qu'on pourrait appeler la charge virale, en se faisant passer pour Gmail, par exemple. Tu as un cas qui te saute en tête là et qui serait intéressant de partager avec les gens qui sont présents avec nous aujourd'hui. Ouais, bah, je vais peut-être même en avoir deux, Ouais. suite à ce que tu as dit, parce que tu as quand même beaucoup mentionné la notion d'attaquant. Mhm. Enfin, les toitures aident beaucoup vis-à-vis des attaquants. Nous, on parle jamais d'attaquants en fraude documentaire parce que souvent, c'est des besoins légitimes qui sont extrapolés. Et c'est ça qu'on va voir le plus souvent. Je vais prendre l'exemple, on travaille avec un assureur en immobilier Mhm. qui, dans le cadre d'un sinistre qui a pu avoir sur un appartement qui a brûlé, on s'est rendu compte qu'en fait, la personne qui avait eu son appartement brûlé a déclaré plusieurs objets qui avaient été détruits, et dont un MacBook. Ce MacBook, il datait de 2017 sur la facture envoyée, et quand on l'a passé dans Finovox, on s'est rendu compte que ce MacBook, en réalité, c'est un MacBook de 2013. Mhm. Donc, pour gagner 500 euros, c'est-à-dire juste augmenter de 4 années la date de son MacBook, pour gagner 500 euros, c'est l'entièreté du dossier de sinistre et donc d'un appartement à plus de 300 000 euros de réparation et de perte et d'objets qui a entièrement sauté.
Donc c'est pour ça on va pas dire attaquant nous de notre côté, on va vraiment dire personne qui tente d'abuser. Abusé. Et parfois en fait les répercussions elles sont très graves parce que pour cette personne, elle se retrouve le bec dans l'eau alors qu'à l'origine elle a vraiment subi un sinistre, elle a vraiment eu un Et problème elle a qu'elle a voulu. vraiment besoin finalement quand même de l'aide Exactement, de son assureur. exactement. Mm. Et le deuxième cas auquel je pense, là ça va plus te rejoindre, c'est sur cette partie menace un peu plus institutionnalisée Mm. et professionnalisée. On travaille sur l'identification de photos parfois. Mhm. Donc en assurance, mais pas que. On a découvert des use cases, par exemple, sur une entreprise qui vend du matériel informatique Oui. et qui en réalité va publier des photos, pardon, des publicités un peu partout. Donc sur des panneaux publicitaires, des écrans géants, des choses comme ça. En fait, les entreprises qui affichent cette publicité, parfois elles fraudent, elles vont vendre l'emplacement publicitaire à plusieurs entreprises, donc pour vendre plusieurs fois la publicité. Donc je vais la vendre à entreprise A, B, C. Sauf que derrière, il faut le justifier que la publicité était bien affichée à tel endroit, à tel moment. Donc en fait, ils vont prendre des photos et ensuite ils vont photoshopper la publicité qu'ils auraient dû mettre sur le panneau. Comme ça, ils vont pouvoir en créer 3 différents, pour 3 fournisseurs différents, et ils vont leur envoyer en disant, regardez, j'ai le bon justificatif. Là, il y a vraiment plus l'intention de nuire que tu décrivais, toi, dans votre activité. On essaye vraiment d'obtenir quelque chose avec une pensée un peu malicieuse. Ouais, moi, en fait, ça fait écho à un premier sujet que tu évoquais, qui était tout à l'heure, ouais, tu viendrais de réévoquer ici dans cet exemple des images, c'est la professionnalisation des adversaires auxquels nous on fait face. Je vais prendre un exemple qui date d'hier soir. Mais c'est pas de ma faute, mais par contre, je vais citer les gens qui ont fait tomber les sites de la BIT, le Blao. C'était l'identité de la gendarmerie impliquée dessus, donc bravo à eux. Mais Là où je veux en venir, c'est que au-delà de cette information qui est positive pour la communauté cyber de notre côté, c'est que aussi on a vu arriver de la part du groupe d'attaquants un mail quasi digne d'une gestion de crise d'une entreprise. Ça montre à quel point ils sont câblés quasiment de façon professionnelle, comme une entreprise aujourd'hui. Il y a une brèche, il y a un takedown qui a été fait par les autorités, et bien tout de suite, ils avertissent leurs affiliés, etc. Alors, ça me permet aussi de partager avec tout le monde cette notion d'affilié, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une organisation malveillante, cybercriminelle, où il y a une hiérarchie, des rôles, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, et c'est vraiment, nous, quasi notre quotidien. Après, ça m'a fait penser aussi à un autre cas de figure que nous, on rencontre quand on déploie nos solutions chez les clients. C'est ce que j'appelle, moi, le verre est déjà dans la pomme. Mmh. Aujourd'hui, nous, le constat qu'on fait, c'est que on peut mettre toutes les solutions de détection. Il y a toujours, très souvent, malheureusement, moyen de rentrer dans une entreprise. Et souvent, nous, quand on arrive et qu'on installe nos solutions de détection, en fait, très rapidement, quasiment dans l'heure, grand max dans les 24 heures, quand on fait un retour et qu'on analyse déjà les premières remontées d'alerte, et ben, ça nous arrive très fréquemment que sur le premier meeting de suivi, de notre côté, on alerte les clients, on dit attention, ici il se passe ça, ici il se passe ça, et parce que ce sont des menaces ou voilà, qui ont réussi à passer, des adversaires qui ont réussi à passer sous les radars, Ils sont déjà et présents qui dans sont déjà l'entreprise. présents dans Ok. l'entreprise, qui sont, je veux dire, dans un état un peu dormant ou d'observation, d'espionnage, où on attend de faire plus de dégâts. Et nous, on va être capable, voilà, d'alerter tout de suite. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de dire que le réseau ne ment pas. C'est-à-dire que les communications, elles sont obligatoires. Vous pouvez les masquer, les chiffrer, notamment. Et ben, ça ne suffit pas aujourd'hui. On a, nous, les mécanismes qui sont capables de détecter ces communications-là, ou en tout cas de donner les premiers signaux et donc d'alerter au plus tôt de ces activités malveillantes. Et ça, c'est quand tu me donnais ton exemple tout à l'heure là voilà, de détection de ces images, de cette masse en fait de fraude, j'ai tout de suite pensé à ça parce que je me suis dit, mais finalement en fait c'est un peu notre quotidien aussi de notre côté.
sur notre métier au quotidien. Mais ça veut dire que là, par exemple, enfin, je suis pas hyper calé en cybersécurité, mais dans la presse, on voit énormément, aujourd'hui d'entreprises, d'hôpitaux, enfin, plein d'organismes qui, ont eu des fuites de données, ont eu des attaques, se sont fait bloquer. Ça veut dire que souvent les menaces, elles sont déjà présentes au moment de l'attaque? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs, statistiques qui sortent sur le délai de détection. Ça, sans rentrer dans les valeurs parce que je me méfie beaucoup, ça dépend de quelle entreprise remonte ces valeurs-là, dans la mesure où c'est très dépendant de leur base client, en fait. Et de facto, la base client, c'est aussi dire quelle typologie de client, que ça soit de la TPE, de la PME ou de la grande entreprise, qui varie énormément. Je trouve plus intéressant, c'est, alors je veux dire malheureusement, je vais commencer ma phrase par là, ce sont les établissements de santé. C'est assez symptomatique. Pourquoi? Parce que, maintenant depuis quelques années, notamment depuis la crise Covid, l'État a subventionné, a aidé et puis il y a eu des réels investissements dans le monde, hospitalier pour investir dans la cyber. De facto, comment ça s'est vu? C'est qu'au niveau des chiffres, il y a quand même une meilleure prise en compte des incidents. Le NDR aide à détecter au plus tôt, détecter des comportements, d'usagers, dans ces typologies dans ce secteur de la santé, qui peuvent être à risque, qui sont pas forcément, intuitifs. J'ai envie de dire, on a détecté, nous des cas par exemple, des internes, des gens qui font partie du monde hospitalier en fait, mais qui viennent avec leur propre PC. Parce qu'ils sont de garde et cetera et qui vont, se connecter naturellement, comme moi je le ferais potentiellement aussi, sur le réseau de l'hôpital et puis, ils ont pas connaissance et puis c'est pas leur métier l'IT de ce qui se cache derrière. Donc, Bien sûr. ça on l'a vu et là où je veux en venir, c'est que c'est symptomatique le monde hospitalier parce que enfin, ou le monde secteur de la santé, parce que ces investissements ont été faits et aujourd'hui pour moi, ils prouvent qu'ils ont été bien faits. Il faut les accélérer parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'attaques sur ce secteur-là et malgré tout, le nombre d'incidents graves diminue, malgré le fait qu'ils soient extrêmement médiatisés. Ça, c'est un fait. C'est vrai qu'on voit systématiquement passer, très souvent, en tout cas dans la presse, c'est assez régulier aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Est-ce que toi, tu as en tête, comme ça, alors je rebondis sur cette notion de presse, de communication, est-ce que tu as en tête un cas sur lequel vous avez été amené à travailler et qui serait passé aussi dans la presse ou par rapport à un cas, tu m'as parlé de numéros d'urgence qui étaient utilisés aussi surtaxés. Alors ça, je trouvais ça l'exemple, moi, je trouvais hyper fun, mais aussi symptomatique d'une fraude de votre solution qui ne se simplifie pas que au fait de faire de la détection de fraude documentaire, comme on l'entendrait, on parlait de l'immobilier, etc. Là, sur un cas que moi j'ai trouvé excellent. Alors, déjà dans la presse, nous, la fraude documentaire, ça sort assez peu. C'est-à-dire que, soit c'est des gros réseaux qui vont être démantelés, mais une entreprise ne dira quasiment jamais: «J'ai été victime de fraude documentaire, j'ai été victime de telle fraude, ça m'a coûté tant». En principe, ça ne se dit pas. Même dans les organismes publics, hein, qui aujourd'hui portent 50 à peu près, en tout cas estimés, des montants de fraude documentaire, on n'en parle pas. C'est un peu tabou. Donc les cas dont je t'avais parlé, ils sont jamais sortis dans la presse, mais effectivement, on pourrait, quoi. Ça reste des cas d'école où on va avoir, là, en l'occurrence, c'était, sur, des fausses entreprises qui avaient été créées pour pouvoir, derrière, être appelés sur des numéros surtaxés avec des puces qui avaient été pris dans des, ascenseurs. Des ascenseurs. C'est ça. En fait, on a récupéré des cartes SIM des ascenseurs pour pouvoir téléphoner derrière sur des, numéros surtaxés de fausses entreprises qui avaient été créées à partir de faux documents et donc nous, on avait travaillé sur cette partie analyse des faux documents, qui avaient généré, l'entreprise. Donc en fait, même si c'est indirect, comme tu disais, on arrive quand même à aller détecter de la fraude, à aller trouver des méthodes de fraude qui, à un moment, même si c'est pas la fraude principale, hein, c'était la carte SIM, l'élément quand même, central, et bien on arrive quand même à les détecter parce qu'il y a quasiment toujours un faux document qui est impliqué quelque part. Ah, il y a un maillon de la chaîne, c'est un faux document.
Parce que c'est que là, il n'y a plus de scrupules en fait dans la Non. démarche, parce que c'est Non, là, mais là, on est vraiment sur du c'est professionnel. ouais, enfin, je veux dire du grand bandétisme. C'est ça. On est à ce niveau-là. Bah, c'est là où je trouve que, pardon, c'est là Non, où je trouve vas-y. qu'il y a une vraie complémentarité entre ce que vous faites et ce que nous on va faire. C'est que vous allez beaucoup plus, de ce que je comprends, détecter les attaques, vraiment la partie malveillante pour essayer de venir enfin, pénaliser une entreprise, attaquer une entreprise, tandis que moi je vois plus comme les personnes qui essayent d'abuser, les personnes qui ne sont pas des criminels en bande organisée, même s'il y en a comme celui qu'on vient de citer. Et cette complémentarité entre les deux solutions permet vraiment de protéger l'entreprise vis-à-vis des menaces externes, mais également des menaces internes, entre guillemets, de leurs propres clients qui pourraient abuser, puisque ça peut générer des risques financiers, des risques juridiques, d'image de marque, enfin, pas mal de risques différents. Ouais, Et, c'est vrai que là, tu switches un peu sur un autre sujet que je voulais aussi aborder. C'est vrai que c'est l'impact aussi que ça peut avoir derrière. C'est vrai que nous, l'impact, il est divers et varié. On voit beaucoup, on voit tous finalement l'impact direct d'une menace. Un ransomware, le fichier, il est chiffré et puis bah, vous n'avez plus accès du tout à la machine. Vous êtes obligé voilà, d'arrêter votre activité et puis l'entreprise, elle est arrêtée, elle est à l'arrêt. Si je reprends l'image d'une usine, la chaîne de production, elle est stoppée et puis jusqu'à ce que nouvel ordre, jusqu'à ce que ça soit correctement rétabli. Et ça, ça me paraissait aussi important de le rappeler parce que les derniers chiffres quand même de l'ANSSI de l'année dernière montrent que sur tout ce qui est TPE-PME, rencontrent des difficultés, voire des dépôts de bilan dans les 6 mois qui suivent l'attaque. Oui, donc, je veux pas faire peur, mais ça reste une réalité vécue et analysée par l'ANSSI sur 2023. Donc, il y a une importance à anticiper, je pense, ces cas-là, parce que moi, on a tous tendance, et puis la phrase n'est pas de moi, de dire c'est pas si, mais c'est le quand en fait qui est important, parce que n'importe quelle entreprise peut aujourd'hui se faire attaquer. Et puis après, il y a aussi, ce sont des impacts connexes qui sont le volet image de marque, tu l'as évoqué. Tout ce qui va être aussi, on va le voir forcément arriver de plus en plus, tout ce qui est business to business, un partenaire de confiance. Cette confiance aujourd'hui, elle va aussi se baser en partie sur la sécurité de l'un et de l'autre à travailler et à maintenir une activité, l'un grâce à l'autre, l'un avec l'autre. Donc là, il y a tout un travail à faire aussi de sécurisation de ce qu'on appelle nous la supply chain, sur tout le chemin. Et ça me fait penser à une question que je voulais aussi te poser sur. Tu as beaucoup évoqué la fraude, je veux dire, dans le monde du particulier. Est-ce que vous intervenez aussi potentiellement sur je veux dire, de la fraude B2B, je ne sais pas si on peut appeler ça réellement comme ça, mais entre entreprises qui chercheraient, ou malgré elles peut-être aussi, parce qu'un employé en interne va chercher à faire un faux, puis envoyer un faux. Est-ce que c'est des cas de figure que vous avez aussi rencontrés? Alors, c'est des cas de figure qu'on rencontre. Ils sont beaucoup plus durs à cibler ou en tout cas à identifier parce que, encore une fois, c'est tabou, cette question-là. Et encore plus quand c'est du B2B ou quand c'est de l'interne dans une entreprise. Mais il y en a, type celle que je t'avais citée tout à l'heure avec donc l'entreprise qui commercialisait des panneaux publicitaires, des encarts publicitaires et faisait des fraudes vis-à-vis de fournisseurs. Les fournisseurs, ouais. Mais on va en trouver aussi quand il va falloir faire un diagnostic, par exemple. On fait un diagnostic, mais on peut le falsifier pour un peu accommoder la personne. Dans tout ce qui est transport aussi, je suis une entreprise de transport, on le voit parfois pour contourner les sanctions internationales. On n'a pas le droit de travailler avec certains pays. Ouais. Et en fait, quand on va avoir des biens qui vont transiter par certains pays ou provenir de certains pays, on va voir que les documents de transport, ils peuvent être modifiés, ils peuvent être falsifiés. Et ça crée des fraudes qui sont très très graves. C'est pénalement répréhensible. Et pourtant, voilà, ça reste une entreprise, une entité qui n'est pas censée le faire et qui va le faire. On va le trouver aussi beaucoup dans les financements. Ça, on le voit très souvent. Des liasses fiscales, des relevés de comptes, des comptes de résultats. Voilà, tous ces documents qui, dans le cadre de l'obtention d'une subvention ou d'un crédit, peuvent être falsifiés. Ah oui, il faut les. D'ailleurs, vous, c'est quoi le profil de votre fraudeur? Parce que nous, on a du particulier, on a du B2B, mais vous, j'ai toujours du mal à percevoir c'est qui cette personne qui va attaquer une entreprise. Alors certains diront que c'est le petit jeune à capuche. Moi, j'aime pas du tout cette image-là parce qu'en fait, on a de tous les profils.
Comme je disais tout à l'heure, on a des groupes, des entreprises criminelles. On, on va essayer de les localiser, on va dire ça comme ça, ou de les associer à certains pays notamment. Mais la réalité des faits, c'est qu'il y en a quand même la grande majorité sont, si je devais en parler avec mes collègues de Threat Intel, vont me dire c'est du script kiddies, donc c'est des enfants ou des jeunes qui vont chercher voilà, à gagner très vite beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent malheureusement à gagner là-dessus. Et puis à côté de ça, si je prends complètement à l'opposé, et ben, sur d'autres problématiques entre guillemets que l'argent, plus orienté sur des groupes qui vont être épaulés, ainsi, par des États, où là on va être sur des notions d'espionnage, d'exfiltration de propriété intellectuelle, de brevets, d'anticipation, etc. Donc tu vois, le panel est vraiment très large entre le petit jeune qui est chez lui, qui va chercher à faire un maximum d'argent et qui finalement va même pas chercher à comprendre qui il cible. Il prend les accès qui lui ont été finalement fournis par un autre acteur du groupe cybercriminel qui lui a dit à tel endroit il y a une porte qui est ouverte, vas-y, fais le boulot. Bah, lui va rentrer et puis il va faire le maximum de dégâts. Et à côté de ça, des attaques beaucoup plus avancées, beaucoup plus sophistiquées, des intrusions sur des longues périodes. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire qu'il y a aussi potentiellement un décalage entre de durée, en fait, de temporalité dans l'attaque, où on va avoir des gens qui vont chercher à faire un maximum de dégâts très vite pour récupérer un maximum d'argent, ou alors d'autres adversaires qui vont chercher à rester beaucoup plus discrets et obtenir un maximum de connaissances sur l'entreprise cible. Donc on a vraiment de tout là-dessus. Non, parce que c'est grave ce dont tu nous parles. Tu me parlais de milieu hospitalier. Quand on a une attaque, c'est vraiment important. Il peut y avoir des morts. Hein, c'est quelque chose de très sérieux. Toi, si tu devais donner un conseil à ces entreprises pour se protéger de ces attaques, ce serait quoi? Un conseil qui serait simple. Alors, pour se protéger, à un moment donné, il faut savoir, pour bien se protéger, il faut savoir ce qu'on a. Et là, tu soulèves un autre atout du NDR, c'est-à-dire qu'il faut savoir quels sont nos actifs, qui travaille ou qui est connecté à son réseau. Et là, tu soulèves donc un autre avantage du NDR qui est la cartographie et l'inventaire. C'est-à-dire que nous, sur la base du réseau, on est capable très très rapidement en fait, d'arriver à cartographier tous les éléments, les composants qui discutent sur le réseau. Quand je dis tous, c'est les laptops, les serveurs, les applications, les utilisateurs, et puis aussi tout ce qui est IoT. Les caméras connectées, les imprimantes, les badgeuses, etc. Tout ça aujourd'hui, tout ça c'est connecté. Et ça, on va pouvoir le mapper. Et ça, pour moi, c'est la première étape. Savoir ce qu'on a réellement de déployé sur son réseau. Parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est la première étape. Et puis après, il y a tout un travail aussi à faire grâce au NDR de priorisation des réseaux à protéger, parce que tel ou tel réseau est plus ou moins sensible, ou transite plus ou moins d'informations, ou est plutôt à risque pour mon activité dans mon entreprise. Et ça varie vraiment en fonction des entreprises. Okay. Toi, si tu avais un conseil? Si j'avais un conseil sur la fraude, c'est de ne pas sous-estimer le volume. C'est que la fraude, il y en a énormément. On s'en rend pas compte aujourd'hui quand on vous dit qu'il y en a 42 milliards tous les ans qui sont perdus en France, estimés, et que dans un milieu comme l'assurance, on en récupère, il me semble que les derniers chiffres de Alpha, c'était aux alentours de 350 millions d'euros en une année. Il y a un vrai décalage entre ça. Et c'est parce qu'en fait, on sous-estime souvent qu'il y a énormément de faux documents qui sont utilisés lors de la souscription, lors de l'indemnisation, lors d'une demande, lors d'un financement. Et en fait, on va se concentrer souvent sur les gros montants. Mais c'est les petits cours d'eau qui font les grandes rivières. C'est tous les petits qui vont aussi frauder sur des montants à 200, 500 euros. Tout ça, à la fin, ça fait des sommes qui sont quand même colossales. Donc, ne pas sous-estimer le volume que ça représente. Ça marche. Je vois qu'on arrive à peu près à la fin du temps de ce webinaire. J'invite les gens qui sont encore connectés avec nous de poser des questions dans le chat. On sera ravis avec Pierre-Alexis d'y répondre. N'hésitez pas. J'ai ouvert mon chat et je vais pouvoir les prendre à la volée. Si vous avez des questions à la fois sur le NDR ou sur la fraude, hein, je pense qu'on pourrait en parler des heures avec Pierre-Alexis. Quand on a préparé, on est resté longtemps au téléphone à se donner des anecdotes comme ça et c'est vrai qu'on décalait souvent sur
sur les avantages de ces solutions-là, puis la complémentarité, et puis des philosophies en fait qui sont relativement proches en fait, Tout à fait. à la fois sur l'analyse qu'on en fait de l'attaquant ou du fraudeur. On peut les c'était à peu près. On avait fait une belle analogie, je trouve, entre le gilet pare-balles et le casque pour protéger en fait ces deux solutions qui vont pas forcément s'intégrer l'une avec l'autre et qui vont être complémentaires. Dans la protection en fait d'une entreprise. C'est pas parce qu'on en a une qu'on peut pas avoir l'autre en même temps qui va protéger sur d'autres choses différentes. Alors, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Moi, j'avais une petite question à soumettre aux gens qui sont encore connectés. C'est quelle place? Voilà, normalement, vous devriez la voir. Quelle place occupe la fraude documentaire parmi les industries criminelles à l'échelle mondiale? Ça, j'ai la réponse. Ça, tu as la réponse? Moi, j'étais assez. Quand tu me l'as donné, j'ai fait. Oh. J'étais assez impressionné. Alors, j'espère que tout le monde peut le voir. Le sondage répète la question. Quelle place occupe la fraude documentaire parmi les industries criminelles à l'échelle mondiale? Alors, la réponse A, 3e, 5e ou 7e place? Pierre-Alexis? Eh ben, c'est la 3e place. C'est la 3e industrie criminelle au monde. Donc, elle est sur le podium. Hein. C'est aujourd'hui l'une des pertes financières, des risques juridiques, des risques pour les organismes publics, les entreprises, une des plus grosses au monde, entre le trafic de ces documents, l'usage de ces documents, la vente de ces documents ou le vol de ces documents. C'est colossal. C'est colossal. Alors, je vais profiter du temps qui nous reste là pour une super question que je vois dans le chat. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toi, Mathias. Bonjour. On entend de plus en plus parler d'IA. Donc, je voulais savoir de quelle manière l'IA intervient dans chacun de vos produits. Je te laisse débuter. Ok. Alors, l'intelligence artificielle, on en entend énormément parler, et encore plus aujourd'hui que maintenant qu'il y a les IA génératives. Ça s'est vraiment démocratisé. Mais il faut aussi bien recomprendre que l'intelligence artificielle, c'est pas que ces IA génératives, ça peut être du machine learning assez classique, des algorithmes en fait qui vont nous permettre de détecter sur la base de données des informations. Nous, dans notre produit, on va l'utiliser à plusieurs niveaux. On fait plusieurs modèles d'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'analyser, par exemple, des documents d'un point de vue visuel. Donc, vérifier les différents pixels d'une image pour bien comprendre lesquels ont pu être modifiés, lesquels ont des traces de compression suspectes, des couleurs suspectes, des choses comme ça. On va les utiliser aussi pour regarder le code informatique du document, trouver des traces d'altération dans ce code basées sur des grands volumes de données. Voilà, en fait, on va avoir cette intelligence artificielle qu'on va utiliser juste sur le concept d'avoir des grandes bases de données. On sait ce qui est faux, on sait comment ça a été falsifié. Derrière, on va faire en sorte de pouvoir les détecter à l'avenir dans de nouveaux documents qu'on n'aura jamais vus. Alors, pour moi, je peux que abonder dans ton sens sur la manière dont tu as commencé. C'est-à-dire que je veux absolument que les gens comprennent et différencient l'IA, qui est un terme très générique, et ne pas confondre, enfin pas confondre, c'est pas une question, ne pas l'assimiler directement avec les IA génératives. Pourquoi? Parce que comme vous, chez Finovox, chez GetWatcher, l'IA sous une déclinaison machine learning, on en fait depuis le début. Donc l'IA, c'est pas nouveau pour nous. C'est maîtrisé. On a des moteurs de détection qui sont dédiés là-dessus, qui sont des moteurs de détection d'IA machine learning supervisés. Donc, on a entraîné chez nous, qu'on redéploie après, ce qui nous permet aussi surtout de fonctionner en pure on-prem. On a capacité avec nos solutions de fournir le même niveau de détection, très avancé, basé sur du ML, même on-prem. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Et puis maintenant, effectivement, depuis maintenant plus d'1 an, avec l'arrivée de ChatGPT, on a des équipes chez nous qui sont très dynamiques et puis ça les a tout de suite branchés d'aller bosser là-dessus. On travaille aujourd'hui effectivement sur l'introduction d'une IA générative, made in GetWatcher, qui va venir là beaucoup plus adresser des problématiques à la fois purement techniques, c'est-à-dire utiliser ces modèles-là pour faire du recoupement d'informations au sein d'alertes qu'on aurait pu détecter sur un utilisateur, un asset, et puis pouvoir créer ce contexte en fait et vulgariser la qualification et l'investigation que doit faire l'analyste. Et puis cette IA générative Gaia, qu'on appelle GetWatcher AI Assistant chez nous, va aussi avoir une déclinaison beaucoup plus opérationnelle pour accompagner l'analyste sur la partie définition, configuration de la solution, préconisation.
Parce que cette IA, on va aussi l'entraîner chez nous. C'est-à-dire qu'on veut comprendre, chez GetWatcher, c'est aussi peut-être l'ADN, c'est qu'on veut comprendre ce qu'on déploie ou la manière dont on construit. Donc à chaque fois, on aime bien mettre les mains dedans. Et ça va aussi être l'enjeu de l'IA générative pour nous, et ça va arriver incessamment sous peu. Je ne sais pas si des gens étaient connectés. Notre fondateur Philippe, accompagné de Xavier Rousseau, ont fait une démonstration en novembre dernier. Donc il y a déjà des beaux résultats chez les clients bêta-testeurs. C'est plutôt impressionnant et ça simplifie vraiment l'usage et la compréhension. Donc IA pour la détection, je pense que c'est un peu notre premier message. Et puis à venir, l'IA générative, nous en tout cas, nous concernant, on est sur un domaine qui est très tech. Et là, de pouvoir utiliser ces technologies-là pour le vulgariser, je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Je vous propose de terminer là. Où est-ce qu'on retrouve Finovox la prochaine fois? Eh bien, nous, on sera au Cyber Day, qui se déroule en mars, il me semble, ou en avril. Voilà, donc vous pourrez nous retrouver là-bas, et ensuite on aura pas mal d'actualités dans les prochaines semaines et les prochains mois sur des salons et des événements aussi digitaux potentiellement. Ça marche. Et puis en mars, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le FIC, et puis là vous pourrez retrouver GetWatcher comme chaque année dans un très beau stand. Je fais un peu de teasing, mais on est super content d'accueillir nos futurs clients et puis nos partenaires également sur le FIC, avec une intervention de Philippe et de Jacques que j'évoquais, qui est aussi prévue. Donc ne ratez pas l'événement, et puis les équipes seront ravies de vous accueillir sur le FIC. Merci à toi, Pierre-Alexis, d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation, et merci à tous les participants d'avoir été présents. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous les adresser sur notre site web. Exactement, même chose chez GetWatcher. N'hésitez pas à nous envoyer les demandes via les sites web, les contacts qui sont mis en bas de page ou tout en haut. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Il nous reste de vous souhaiter une bonne semaine. Au revoir. Bonne semaine, au revoir.